Bien, on va voir là dans cette vidéo en détail la loi de Coulomb. C'est la loi qui donne à la fois les forces qui s'exercent entre deux particules ponctuelles et aussi, partant, on en déduit le champ électrique, la notion de champ électrique et le champ électrique généré par une particule ponctuelle seule. Une des choses qui est importante avec la loi de Coulomb, ça va être de savoir l'utiliser après dans d'autres expressions. Il va falloir faire des intégrations, des dérivations, ce genre de choses. Et donc, à la différence de ce que vous avez peut-être déjà pu voir, il va falloir l'exprimer très précisément en fonction du système de coordonnées que vous aurez choisi. Et ça va être l'objet de ce qu'on va faire là, essentiellement. Alors, commençons par son énoncé. On va considérer deux particules chargées ponctuelles, une située en M1 avec une charge Q1, une située en M2 avec une charge Q2. On va définir le vecteur U, c'est un vecteur unitaire que j'ai dessiné en vert, un vecteur unitaire qui donc pointe de 1 vers 2, je vais le noter U12. Donc maintenant qu'on a tout défini, la force que la charge 1 exerce sur la charge 2, c'est une constante qu'on va noter 1 sur 4pi epsilon 0 fois la première charge Q1 fois Q2 sur M1 M2 au carré fois U12, le vecteur unitaire. On va commenter cette expression. Donc ça, c'est la loi de Coulomb. Et on va commenter cette expression. D'abord, un peu de... Donc la constante epsilon 0, ici, c'est 8,85 10 moins 12. C'est des farads par mètre. Bon, l'unité ici importe relativement peu. Il faut savoir que 1 sur 4pi epsilon 0, du coup, c'est de l'ordre de 9 10 puissance 9. Et c'est en newton mètre carré. Newton parce qu'en fait ça va donner une force. Mètre carré parce que effectivement il y a M1, M2 au carré ici. Et puis il y a Q1 et Q2 et comme l'unité de charge, je vais l'écrire ici, c'est le coulomb. Notez C, évidemment, là on est en coulomb moins 2. Donc quand on va prendre 1 sur pi epsilon 0, qu'on multiplie par une charge au carré, qu'on divise par une distance au carré, on retrouve bien des newtons et donc une force. Bien. Donc cette expression fait que donc, si Q1 et Q2 sont de même signe, alors la force est répulsive parce que F12 est dirigée dans la même direction et a le même sens que U12. Pardon, je l'ai appelé U12 comme ça. Et donc ça veut dire que la particule, la charge 2 va être repoussée. Si jamais Q1 et Q2 ont des signes opposés, des signes différents, alors F12 est dans le sens opposé à U12
Donc là, ça va être répulsif. Et là, ça va être une force, en fait, c'est le cas attractif, donc une force attractive. Voilà pour la loi de Coulomb. Il faut aussi souligner que elle décroît on va noter ça comme ça, en 1 sur R au carré. Souvent, la distance M1, M2, on la notera R. Et donc, ça veut dire que donc, quand on double la distance entre deux charges, on divise par 4 l'intensité de la force. Et on soulignera aussi qu'il s'agit d'une force centrale. Et ce qu'on entend par là, c'est que c'est proportionnel à U1,2. C'est-à-dire que la force elle-même est toujours alignée avec elle est toujours portée par la droite M1, M2. Elle peut être attractive ou répulsive, mais en tout cas, elle est toujours portée par cette droite. Et donc, ça s'appelle une force centrale, une force qui pointe vers la particule, qui pointe ou qui part de la particule 1. Par exemple, si on étudie la force qui est exercée par 1 sur 2. Alors, comme toute... enfin, c'est pas comme toute, mais en tout cas, la loi de Coulomb vérifie effectivement le principe d'action-réaction qu'on retrouve en mécanique, c'est-à-dire que si on écrit la force que la particule 2 exerce sur la particule 1, alors c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, ça ne change pas. On va mettre Q2 fois Q1 sur M2, M1. J'ai interverti en fait les 1 et les 2 au carré, mais ça il s'agit bien d'une distance, hein, pas d'un vecteur. Et on a U2,1, c'est-à-dire le vecteur unitaire qui va de 2, qui pointe de 2 vers 1. Simplement, évidemment, on peut échanger ces deux-là puisque le produit est commutatif. Donc, on va dire que c'est bien Q1, Q2. Sur M2, M1 ou M1, M2, c'est la même chose, c'est une distance. Et simplement, U2,1, c'est moins U1,2. Et quand on a fait ça, on s'aperçoit qu'en réalité, ce qu'on a, c'est l'opposé de F1 sur 2. Donc la force que la charge 1 exerce sur la charge 2. Et donc ça, ça montre que la loi de Coulomb satisfait le principe d'action-réaction. C'est-à-dire que la force exercée par la particule 1 sur la particule 2 est en fait l'opposé de la force exercée par la particule 2 sur la particule 1. Voilà. On va maintenant voir un peu plus en détail comment est-ce qu'on va pouvoir exprimer dans différents systèmes de coordonnées la loi de Coulomb. Ça va être l'occasion de revoir un peu les systèmes de coordonnées. Donc l'idée c'est d'écrire la loi de Coulomb en coordonnées cartésiennes pour deux particules qui seraient a priori situées dans un repère. Ici, on va se placer juste en 2 dimensions. On fait ça pour simplifier un peu les choses. On va passer le point M1 ici, le point M2 là, le point M1 qui a comme coordonnées, alors M1, ses coordonnées, on va les noter x1, y1. Et de façon très surprenante, les coordonnées de M2, on va les noter x2, y2. Bien. Ça veut dire en réalité que le vecteur OM1 a pour coordonnées x1, y1. Et le vecteur OM2, c'est x2, y2. Bien, reprenons notre loi de Coulomb. On avait la force que la particule 1 exerce sur la particule 2. C'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc ça, pas de problème, c'est une valeur numérique constante. Q1, Q2.
sur, et c'est là que les ennuis peuvent démarrer, M1, M2 au carré fois U1, 2. Alors le vecteur unitaire U1, 2, c'est en réalité le vecteur M1, M2 divisé par sa propre norme, c'est-à-dire la distance M1, M2. Si je ne mets pas de flèche, c'est que c'est une distance. Ça forme bien un vecteur unitaire, c'est-à-dire que si vous prenez le module de ce vecteur, ben c'est simplement le module de M1, M2 sur M1, M2. Et le module de M1, M2, c'est la distance M1, M2. Donc ça fait bien 1. Et très souvent, ce sera très pratique d'utiliser cette forme-là. Ce qui fait qu'en réalité, dans ce cas-là, la force F1, 2, on va plutôt l'écrire autrement. 1 sur 4 pi epsilon 0. Q1, Q2, ça reste. Sur M1, M2 au cube, fois le vecteur M1, M2. Ce qui est sympathique dans cette forme, c'est qu'on va pouvoir facilement exprimer le vecteur et la distance en fonction des coordonnées. Et donc, eh bien, écrire la force complète en fonction des coordonnées. Alors pour ça, M1, M2, pour mémoire, c'est M1O plus OM2, j'ai introduit le vecteur O par une relation de Chasles au milieu, c'est-à-dire OM2 moins OM1, puisque M1O, c'est moins OM1. Et ça veut dire que les coordonnées du vecteur M1, M2, c'est x2 moins x1 sur y2 moins y1. Et ça veut dire aussi que sa norme, on peut l'en déduire facilement, c'est la racine, disais-je, de x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Si je le dessine ici, en réalité, cette norme, on ne va pas utiliser les outils qui permettent de faire des traits non plus. Ça, c'est x2 moins x1. Ça, c'est y2 moins y1 en termes de distance. Donc, en fait, on les met au carré, on les somme. En réalité, c'est du Pythagore. Voilà. Et M1, M2, c'est cette distance-là. Du coup, on peut écrire complètement la force. C'est Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par 1 sur... Alors, la racine, en fait, souvent, ce que je vais faire, c'est que je le noterai comme une puissance 1/2. On verra plus tard que c'est bien pratique quand il s'agit de dériver. Mais si on le met au cube, ça fait du coup une puissance 3/2. Donc ça fait du x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Le tout puissance 3/2, parce que là, on a M1, M2 au cube. On s'occupe, on prend bien l'expression qui est ici. Donc ici, on est au cube, d'où le 3/2. Et puis il nous reste M1, M2, et M1, M2, on a vu que ses coordonnées, c'était x2 moins x1 sur y2 moins y1. Et voilà, on a l'expression complète du vecteur en fonction des coordonnées des positions des deux charges, M1 et M2. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire absolument. On en arrive maintenant à la notion de champ électrique. Dans l'idée, si vous avez donc votre force F que 1 exerce sur 2, on peut la mettre sous la forme Q2 fois 1 sur 4 pi epsilon 0, alors c'est un peu artificiel quelque part, de Q1 sur
M1, M2 au carré U1, 2. Et donc, on peut la mettre sous cette forme-là, c'est-à-dire mettre d'un côté ce qui dépend de la charge 2 et de l'autre une quantité qui ne dépend en réalité que de la charge 1 et qu'on va appeler le champ électrique. Donc, je vous en ai parlé dans les cas précédents. On interprète finalement cette relation en disant que ça, c'est la charge test, c'est-à-dire celle qu'on place là pour essayer de voir quelle est l'interaction et quelle est la force que la charge 1 exerce sur notre charge test. Et ce qu'on dit, c'est que comme la force elle est proportionnelle à Q2, on va définir finalement le champ E. Ces trois symboles, là, enfin ce signe égal à 3, ça veut dire que c'est une définition. Le champ E, on va définir ça en disant que c'est la force que 1 exerce sur 2 divisé par Q2. Parce que cette quantité-là, en fait, elle ne dépend que de la particule 1, donc je vais la noter E1. Et évidemment, la loi de Coulomb, ça fait que on pourrait l'écrire aussi Q. Oui, bon, enfin que la force que 2 exerce sur 1, ça va être Q1 E2. Voilà, donc chacune des charges génère en fait son propre champ électrique et on écrit les choses de cette façon-là. Donc ce qu'il faut retenir de ce transparent, c'est deux expressions finalement, la relation entre la force et le champ électrique. Je vous ai mis au-dessus qu'en réalité c'était une définition du champ électrique, mais quand on aura, souvent ce qu'on calculera c'est le champ électrique et on voudra remonter à la force qui s'exerce sur notre charge test Q, et bien finalement on aura juste à multiplier le champ électrique par la charge test Q et hop, on aura la force qui s'exerce sur notre charge. Ensuite, il va falloir retenir une nouvelle forme finalement de la loi de Coulomb, c'est que le champ créé par une charge Q, qu'on va noter Q aussi, en un point M, c'est finalement, alors la charge Q, oui, alors oui, on va dire que c'est E1 créé par la charge Q1 en un point M a priori quelconque, ça va être 1 sur 4 pi epsilon 0. On retrouve la charge Q1 sur M1M. Allez, on va le mettre en expression au cube fois le vecteur M1M. Pour bien spécifier en fait ce qu'est le vecteur unitaire. Le vecteur unitaire qu'il faudrait mettre, c'est le vecteur M1M divisé par M1M. Donc je vais prendre cette expression-là. Et ça, c'est une expression. Donc c'est finalement notre nouvelle expression de la loi de Coulomb, qui est constituée de ces deux expressions, celle qui relie la force au champ électrique et celle qui donne le champ électrique généré par une charge ponctuelle, en n'importe quel point de l'espace. Donc c'est ça qui change, c'est que maintenant, on va dire qu'on a notre charge Q1 et qu'elle génère tout autour d'elle un champ qui est un champ radial, c'est-à-dire qu'il part en rayon, même si je ne le fais pas toujours très bien. Voilà. Manifestement, là, c'est un champ qui est dans le sens de M1M, c'est-à-dire qu'en ce point-là, on est bien effectivement dans le sens de M1M, ce qui signifie que ça, c'est le champ d'une charge a priori. Ce que j'ai dessiné, là, en tout cas, c'est le cas où Q1 est supérieur à 0. Forcément, puisque le champ électrique s'éloigne de la charge. Alors, on va maintenant écrire ce champ électrique dans différentes coordonnées en supposant que la charge, donc on va placer une charge Q cette fois, en 0, c'est elle qui génère en haut, au centre de votre repère, c'est elle qui génère le champ électrique. Donc du coup, ce champ électrique, il va s'écrire 1 sur 4 pi epsilon 0, je le réécris, Q sur, alors sur OM, au carré, fois le vecteur unitaire
qui pointe vers M, donc ça c'est le champ, pardon, au point M, dans l'espace, fois le vecteur unitaire, donc c'est OM sur OM. Eh bien, allons-y. Si on est en coordonnées cartésiennes, que on trace, alors je trace le repère. Voilà. Notre charge Q, elle est évidemment en haut, donc au centre du repère. On a X, on a Y. Et on va donc exprimer ce champ E complètement. Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur OM au carré. Alors le point M, il est là, il a pour coordonnées X, Y. Et donc le point O est ici. Et donc la distance OM, sa valeur, c'est racine de x2 plus y2. Et le vecteur OM, il a pour coordonnées en fait x, y. Forcément. Et ça fait que du coup, on se retrouve avec du x2 plus y2 multiplié par OM, c'est-à-dire x, y, sur racine de x2 plus y2. Ce qu'on va écrire, q sur 4 pi epsilon 0, par exemple, 1 sur x2 plus y2 puissance 3,5 fois xy. Voilà, ça c'est si vous voulez avoir l'expression de votre champ électrique en coordonnées cartésiennes. Donc il faut savoir le faire, c'est un peu la même chose qu'avec les forces, pas de problème là-dessus. On va maintenant passer à d'autres systèmes de coordonnées qui peuvent être parfois plus adaptés. Alors d'abord, on reste en 2 dimensions. À partir du moment où on dit polaire, c'est 2 dimensions. On reste en 2 dimensions et on introduit les grandeurs R. R, c'est en fait la distance au M, et c'est donc racine de x2 plus y2. Et θ, qui est l'angle ici orienté qu'on trouve entre la droite portant O et M et l'axe des abscisses. Alors, de façon assez évidente, X est là, Y est là, et donc on a X qui est égal à R cos θ, et Y est égal à R sin θ. Donc si on veut déterminer θ, on peut utiliser le fait que tangente θ, c'est Y sur X. Si on fait le ratio, c'est bien ce qu'on trouve. Bien. Dans notre système de coordonnées polaires, si on place notre charge Q au point O, au centre du repère, l'expression, il faut introduire les vecteurs de la base polaire, et ils sont ici particulièrement intéressants. Le premier vecteur, c'est le vecteur UR. Il indique en réalité la direction dans laquelle se déplacerait le point M si on faisait varier juste légèrement la variable petit r et elle seule, tout en gardant θ constant. Et puis, il y a un deuxième vecteur, c'est le vecteur Uθ. Et même chose, là, si on gardait r constant et qu'on faisait varier θ d'une petite variation positive, on irait dans cette direction-là. Et donc, c'est le vecteur UR Uθ. Attention, c'est bien une base, c'est la base polaire, mais c'est une base qui dépend, dont les vecteurs dépendent de la position du point M. Donc, c'est une base à manipuler avec précaution. C'est pas comme la base UX, UY qui ne dépend pas du point M considéré. Par contre, c'est extrêmement pratique quand on a à écrire le champ électrique parce que, en fait, OM, c'est égal à RUR. Et donc, si on veut écrire l'expression d'un champ radial, eh bien, donc ça veut dire aussi que OM, c'est R. Et donc, l'expression d'un champ radial, E, au point M, c'est particulièrement facile. Donc, on a notre 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q sur
Et là, c'est bien la distance OM au carré, donc R au carré, qu'il faut mettre. Et puis, on a besoin d'un vecteur unitaire qui soit porté par la droite OM et qui aille de O vers M. Et ça, en fait, c'est juste UR. Donc, en coordonnées polaires, l'expression du champ électrique est particulièrement simple. Vous voyez, si on compare par rapport à l'expression précédente, on avait des x au carré plus y au carré et qu'on prenait la puissance 3,5, c'est quelque chose de compliqué. Ici, c'est très simple. Donc le champ s'exprime de façon très simple tant que la charge est au centre du repère. Et ici, on est en 2D, bien sûr. Quand on est en coordonnées sphériques, alors nous, on va les noter pas ER, mais UR, on a un vecteur UR qui correspond au vecteur unitaire pointant dans la direction dans laquelle part le point M quand on fait varier R d'une toute petite quantité positive. Donc, si on augmente un tout petit peu R, évidemment, tout en gardant θ et phi. Donc le θ, l'angle θ, il est là. L'angle phi, c'est celui-là. Et donc la donnée de R qui se situe ici, de θ et de phi, permet de retrouver le point M. Si on fait varier R d'une quantité positive tout en gardant θ et phi constants, eh bien, en fait, on part dans la direction de UR. C'est le vecteur unitaire qui indique la direction dans laquelle on part. Si on fait varier θ, qui est ici d'une toute petite quantité positive, en réalité, on fait bouger le point M et qu'on laisse R et phi constants, on fait bouger le point M le long de ce cercle-là, et donc on suit la tangente, on va dans la direction de Uθ. Et puis pour finir, si jamais on bloque les deux autres et qu'on fait juste varier phi, eh bien le point M va tourner sur la boule, la sphère là, il va tourner. Et donc, il va suivre la direction indiquée par Uφ. C'est comme ça qu'on peut se rappeler de ce que sont UR, Uθ, Uφ. À condition de se rappeler ce que sont R, θ et φ, évidemment. Donc, en coordonnées sphériques aussi, l'expression du champ électrique est particulièrement simple. On a du Q sur 4pi epsilon 0. Ça, c'est standard. Et puis, on a besoin de faire du 1 sur la distance au carré. Donc, ça, c'est toujours le champ au point M. La distance au carré, il s'agit ici de 1 sur R2. Et puis, là aussi, le vecteur unitaire qui va de O à M, c'est juste UR. Donc, en coordonnées sphériques, on a une expression qui ressemble énormément aux coordonnées polaires, sauf que ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas le même vecteur UR. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que les coordonnées sphériques et les coordonnées polaires sont particulièrement adaptées quand on a une charge qui est située comme ça, qui est située au centre du repère. Voilà. Alors, il y a la notion de ligne de champ qui est quelque chose d'important ici. C'est que ce n'est pas facile de représenter quand on va prendre une charge ponctuelle. On suppose qu'elle est positive, par exemple. Il n'est pas simple de représenter le champ parce qu'en chaque point, le champ doit avoir une valeur différente. Donc si vous dessinez des vecteurs, puis le vecteur qui est ancré en ce point-là, ils vont tous se marcher dessus et ça va être super moche. Voilà, on voit rien du tout et c'est frustrant. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on trace des lignes de champ au lieu de tracer le champ lui-même, c'est-à-dire on va perdre une partie de l'information, mais on va mieux pouvoir la visualiser. Une ligne de champ est en tout point tangente au vecteur, au champ électrique. Bon, c'est évidemment pour une ligne de champ électrique. Et ce que ça donne, dans le cas d'une charge, c'est que si vous prenez une charge positive, et bien comme le champ électrique est radial, je vais peut-être le faire avec autre chose, le champ électrique est radial, du coup, les lignes de champ sont juste des droites partant de la particule ponctuelle positive et allant à l'infini.
Et en faisant ça, effectivement, on obtient des lignes qui sont en tout point tangentes. Elles sont orientées par... Elles ont un sens hein, aussi, ces lignes. On les parcourt dans un certain sens. Elles sont orientées par le champ électrique. Si on a une charge négative, eh bien on va avoir le contraire. Alors le contraire, non. Les lignes de champ seront les mêmes. La seule chose, c'est qu'elles seront orientées différemment. Maintenant, c'est des lignes de champ rentrantes. Et voilà. Donc ça, c'est la notion de ligne de champ pour une charge ponctuelle. On va le noter là. Pour une charge ponctuelle, les lignes de champ sont des droites. Le champ sont des droites passant par la charge. Voilà. Donc ça, c'est juste, c'est simple dans le cas où il y a une seule charge. Et comme elles sont orientées, c'est des lignes sortantes pour les charges positives et rentrantes pour les charges négatives. Maintenant, on va aborder ce qu'on va appeler le principe de superposition. La question qu'on peut se poser, c'est et si on a deux charges? On va commencer avec deux. Si on a deux charges, comment est le champ généré par ces deux charges? Et puis on va généraliser tout de suite. Et si on a n charges? Alors, c'est des charges QI placées au point MI. Et dans ce cas-là, en fait, la seule chose qu'on sait, on va placer une charge test. Une charge test au point M. Si on fait ça, la force qu'exercent toutes les particules sur notre charge, donc toutes les autres charges sur cette charge test, elle va s'écrire comme ça. Ce qu'on sait pour les forces, c'est qu'en fait, il faut faire une addition vectorielle. Donc, c'est une somme sur I, donc sur toutes les charges, sauf évidemment la charge test elle-même, de 1 sur 4 pi epsilon 0, QIQ sur MIM au carré, fois MIM, divisé par MIM. Voilà, ça c'est en fait ce qui arrive, ce qui est forcément la force, puisque toutes les forces s'additionnent vectoriellement. Mais là aussi, on peut mettre Q en facteur, puisqu'il s'agit d'une somme, mais chaque terme contient un Q ici. Donc on va écrire que c'est Q de somme des I, des 1 sur 4 pi epsilon 0, de QI sur MIM au carré fois MIM sur MIM. Et ça, on va l'interpréter en disant que finalement, c'est la somme des champs électriques créés par chacune des charges I, avec Q devant. Donc tout ça, c'est le champ électrique. Donc le fait que F soit égal à Q fois quelque chose, ça fait que ce quelque chose, c'est forcément le champ électrique de tout ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le champ électrique, c'est juste la somme vectorielle des champs électriques générés par toutes les charges ponctuelles. Et donc, on va poser un principe, du coup, alors qui déroule de ça, c'est dur de dire que c'est un principe, mais l'idée, c'est qu'on va énoncer un principe de superposition. C'est-à-dire de linéarité, en fait, qui est que le champ E
résultant est la somme vectorielle des champs générés par chaque charge. Générés par chaque charge. Voilà. Et ça vient du fait qu'on additionne les forces en réalité de façon vectorielle. On va prendre ici un exemple qui va nous permettre d'illustrer ce principe de superposition. On a deux charges ponctuelles situées de part et d'autre du point O. Si on se place donc au point M, on a dessiné ici la force exercée par la particule de gauche, là la force exercée par la particule de droite, et on fait donc une somme vectorielle. Et voici la force résultante. Je vais la dessiner dans une autre couleur pour que ça fasse bien mal aux yeux. Hop. Voilà. On peut faire la même chose en fait en n'importe quel point de l'axe. C'est plutôt simple. Et on voit par exemple que à cet endroit-là, là, au point O, les deux forces se composent exactement parce qu'on est de façon équidistante, on est sur la même, enfin les deux forces sont portées par la droite OX. Donc ici, le champ E est nul dans cette configuration-là.